Nous parlons de terrorisme ce soir dans le Grand Direct avec une étude qui vient d'être publiée sur les attentats suicides commis en 2013 dans le monde. 3100 victimes des attentats commis à travers 18 pays. On en parle avec l'un des auteurs de cette étude, Yoram Schweitzer. Bonsoir, merci d'être l'invité du Grand Direct. Vous dirigez l'Institut d'études sur la sécurité nationale en Israël et vous avez donc étudié de très près ce phénomène des attentats suicides. Vous diriez que 2013 a été une année qui a vu ce nombre d'attaques augmenter de manière très forte? Oui. Je dirige le projet sur le terrorisme dans notre institut. Nous avons Amos Yadlin qui dirige l'institut. Oui, il y a une augmentation cette année des attentats suicides. Ça n'est pas l'année la plus violente, mais ça a été une grande augmentation. Alors, dans votre étude, on constate que 95% de ces attaques seraient la cause, en tout cas orchestrée par des groupes qui se réclament d'Al-Qaïda. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Al-Qaïda utilise ce moyen comme moyen de combat principal pour ses revendications? Écoutez, Al-Qaïda centrale, qu'il faut séparer des autres organisations qui la soutiennent, et ce n'est pas Al-Qaïda qui font les attentats, ce sont leurs collaborateurs qui font la plupart des attentats suicides cette année. Al-Qaïda lui-même, qui est rentré dans le monde de l'attentat suicide 15 ans après que le Hezbollah ait présenté ce type d'action comme option, c'est Al-Qaïda qui est devenu le plus grand vendeur de ce type d'attentats pour ces organisations afférentes. Alors, on voit beaucoup de ces attentats commis quasiment chaque jour en Irak, encore aujourd'hui, en Syrie également. Ce sont les deux pays qui concentrent le plus de ces actions? Pas seulement. Il y en a aussi en Afghanistan, le pays le plus frappant, le plus important. Depuis que les Américains y sont arrivés en Irak en 2003, le pays avec le plus grand nombre d'attentats suicides qui fait augmenter le chiffre des attentats suicides dans le monde, dans l'histoire des attentats modernes, plus de 1500 attentats. Mais en Afghanistan et au Pakistan aussi, voilà deux États où il y a beaucoup d'attentats. En Afghanistan, depuis le milieu des années 2000, 700 attentats et plus. Au Pakistan, pratiquement 400. Donc, ce sont les États les plus importants. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, en Afghanistan, aujourd'hui, on va dire que les militaires étrangers s'en vont, il n'y en a quasiment plus. Pourtant, ces attaques continuent encore. Ce n'est pas lié simplement à la présence d'une armée, justement, d'occupation, parce qu'au Pakistan, il n'y a pas non plus d'armée d'occupation. Oui, c'est exact. En Irak, qui est aussi importante cette année, il n'y a pas une présence d'armée américaine depuis 2011, fin 2011, et pourtant c'est l'État où il y a le plus d'attentats suicides. En Afghanistan, les soldats sont en train de partir et c'est une armée qui a été conviée, c'est pas une armée occupante. Au Pakistan, il n'y a pas d'occupants. Une grande partie des attentats, tant en Irak qu'en Afghanistan et au Pakistan, sont commis comme partie intégrante de luttes intestines à l'intérieur de l'État. Ce sont des luttes sectorielles, ethniques, religieuses. Ce sont les raisons principales de ces actions. Alors, est-ce que, évidemment, pour la plupart des gens, l'attaque suicide la plus spectaculaire reste celle du 11 septembre. Est-ce que vous diriez que c'est cela qui a donné à ces groupes l'idée de s'en servir de manière maintenant quasi quotidienne? C'est une attaque qui reste efficace, quoi qu'il arrive, et il est quasiment impossible de lutter contre ce type d'attaque? Al-Qaïda a utilisé comme levier les 11 septembre pour promouvoir cela. Mais dans son endoctrination, dans les autres organisations, Al-Qaïda Afghanistan et aujourd'hui au Pakistan et dans d'autres endroits, la conception de l'utilisation d'attentats suicides, ce n'est pas seulement un outil tactique efficace, mais aussi le symbole commercial de cette organisation et de ses supporters. Et on voit donc de plus en plus d'attentats de ce type. Ouais. Alors, justement, dans cette partie du monde qui est très proche d'Israël, donc la Syrie aujourd'hui, ces attentats suicides s'utilisent même entre groupes djihadistes, entre eux, pour se combattre. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez frappant. Ça vous étonne ? Je ne me souviens pas s'il y a eu des attentats suicides entre les divers groupes djihadistes. La plupart des attentats étaient surtout contre le régime syrien. En même temps, il y a des combats entre les groupes d'opposition, ce qui les affaiblit, ça c'est certain. Et même le Hezbollah, qui utilisait, vous le disiez tout à l'heure, les attentats suicides dans les années 80, en est victime aujourd'hui. On l'a vu au Liban avec ce qui s'est passé. C'est un peu ce qu'on dirait en français l'histoire de l'arroseur arrosé, mais il se retrouve face à ce problème-là.
Oui, bien sûr, c'est un peu une justice poétique, si vous voulez. Effectivement, le Hezbollah, qui a proposé ce type d'action du terrorisme moderne, qui l'a mis dans le répertoire mondial du terrorisme cette année, a été touché par 3 attentats suicides contre l'ambassade iranienne, entre autres, parce que les salafistes sunnites considèrent le Hezbollah chiite comme un adversaire, un ennemi, et cela sur une base ethnique, religieuse, entre ces 2 organismes, et ils ont souffert d'attentats suicides contre le Hezbollah. Donc. Alors on a aussi une idée qui est répandue, qui est de dire que ces attentats suicides, qui supposent donc qu'on fasse don de sa vie pour une cause, sont liés un petit peu à l'islam et à l'islamisme. Pourquoi? Est-ce que c'est vrai d'abord? Est-ce qu'il n'y a des attentats suicides qu'avec des groupes liés à l'islam, ou est-ce qu'il y en a dans d'autres religions, entre guillemets? Non, mais il y a d'autres idéologies qui ont utilisé les attentats suicides. Souvenez-vous, par exemple, il est vrai que quand vous regardez sous une perspective de 30 ans et plus, les attentats suicides, la majorité des attentats suicides, donc 85% environ de tous les attentats suicides depuis le début des attentats, viennent du monde islamiste, mais il y a aussi des attentats qui n'ont aucun rapport avec cela. Par exemple, au Sri Lanka, les Tamils qui ont fait beaucoup d'attentats suicides, ils n'ont pas fait cela au nom d'une religion même. Et donc la religion n'est pas un élément critique ou essentiel, mais cela donne sans aucun doute un certain contexte pour ceux qui commettent ce type d'attentats. Et nous voyons bien entendu que l'islam est exploité par ces terroristes qui exploitent l'islam, et en son nom, ils ont le prétexte d'attentats, alors qu'ils ont parfois d'autres prétextes ou raisons, bien qu'ils utilisent évidemment le prétexte religieux dans ces organisations. Comment est-ce que, parce que vous avez rencontré, vous justement pour vos études, dans les prisons israéliennes, justement des auteurs qui tentaient de se sacrifier pour des attentats suicides pour la cause palestinienne, pour le Hamas, qu'est-ce qui motive ces gens, justement ces jeunes parfois, à se sacrifier de leur vie pour commettre un attentat? Quelle est la psychologie finalement qui préside à ce genre d'action? D'abord et avant tout, parmi les gens que j'ai rencontrés, il y a eu des suicidaires qui n'ont pas réussi à mener leur action, les suicidaires potentiels de divers organismes, pas seulement le Hamas et le Djihad, mais aussi, qui sont des organisations religieuses, mais aussi du Fatah, qui n'est pas une organisation religieuse, même s'il y a des religieux parmi eux. Il y a une longue liste d'explications qu'ils peuvent vous donner de leurs actes. En partie, c'est bien sûr pour combattre l'injustice, l'occupation, la violence. Ils donnent diverses explications. Je ne suis pas psychologue de formation, mais il y a diverses explications sociologiques, sociales, lorsque la société palestinienne, pendant la deuxième intifada, a donné son soutien à cet outil de sacrifice, a mis des affiches pour saluer la mémoire des héros suicidaires. Et donc cela a attiré des jeunes qui, en partie, cherchaient un but à leur vie, qui cherchaient à se faire connaître et qui voulaient aussi se venger des Israéliens. Et on le voit aussi ailleurs. Quand vous écoutez ces jeunes, par exemple, britanniques, qui ont fait les attentats de juillet 2005, vous entendez leurs arguments. La plupart d'entre eux ne comprennent absolument rien à l'islam, mais leur rhétorique, ils la connaissent par cœur. Et donc, ils cherchent des justifications pour se venger des citoyens anglais qui les ont élevés, qui leur ont permis de vivre parmi eux. Ils utilisent une espèce d'idéologie qu'ils ont appris ou on les a endoctrinés, et ils utilisent sa rhétorique pour justifier leurs actes monstrueux. Et aujourd'hui, en France par exemple, on s'inquiète de voir des dizaines, il y en aurait peut-être plusieurs centaines de jeunes qui sont embrigadés, qui sont envoyés en Syrie pour aller combattre et qui se sacrifient parfois aussi en commettant des attentats suicides. Ça veut dire que ça peut toucher aujourd'hui tous les pays d'Occident également. On peut ramener comme ça des jeunes vers l'attentat suicide, alors que jusqu'à présent on disait que c'était une technique utilisée au Moyen-Orient ou en Afghanistan, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Les Occidentaux aussi peuvent commettre ce genre d'attentat. Bien sûr. L'exemple, par exemple, des Britanniques que j'ai donné, il y en a une autre. Il y a une jeune femme belge qui a essayé de se suicider. Quand on prend des jeunes qui ne comprennent rien à l'islam, surtout ceux qui se convertissent à l'islam, qui ont changé de religion, qui ont perdu donc leur base solide de leurs racines, choisissent un chemin complètement étranger, qui ne savent rien, ce qu'on leur dit de leur nouvelle religion, de leur nouveau groupe d'appartenance,
ils sont beaucoup plus faciles à séduire et à endoctriner. Ce type de jeunes sont capables, quand on leur parle des horreurs que l'on a fait contre leur peuple, ils sont des proies faciles pour faire ce genre d'attentats. Il ne s'agit pas de dizaines de milliers ou de centaines de milliers, mais de dizaines ou de centaines à travers le monde qui sont facilement convaincus. C'est pas compliqué. Même les femmes, aujourd'hui, peuvent devenir des kamikazes. C'est quelque chose qui devient aussi fréquent ou c'est quelque chose d'assez rare encore? Écoutez, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une tendance à la baisse parmi les femmes. La deuxième nouvelle, c'est que les femmes, en fin de compte, sont moins de 10% de l'ensemble des attentats à travers le monde. Mais ceux qui s'étonnent qu'il y ait aussi des femmes qui sont kamikazes, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la réalité. Les femmes ont commencé à commettre des attentats depuis le début au Liban, des femmes d'autres organisations, pas seulement le Hezbollah, qui n'étaient même pas forcément religieuses, qui ont commis des attentats suicides déjà à partir de 85 au Sri Lanka, en Russie, en Irak, des femmes palestiniennes aussi. Donc il y a pas mal de femmes qui se suicident, mais relativement peu par rapport à la majorité. Quand vous parliez tout à l'heure de ce sentiment qui habitait les terroristes palestiniens que vous avez rencontrés dans des prisons, qui voulaient devenir donc auteurs d'attentats suicides, en Afghanistan, vous diriez que c'est la même psychologie aussi, le même raisonnement pour les talibans, par exemple, qui se font exploser au Pakistan ou en Afghanistan? Oui, le contexte partout. Il y a ceux qui se suicident du Shabab somalien ou au Sri Lanka ou ailleurs. La psychologue, sans être psychologue moi-même, l'atmosphère, l'endoctrinement, l'ignorance, le désir de vengeance, tout cela, la colère, le sentiment qu'ils vont monter au ciel, parce qu'on c'est ce qu'on leur raconte, tous ces éléments, vous les retrouvez dans chacun de ces groupes où l'on voit ce type de phénomène. Vous trouverez toujours ceux qui convainquent et ceux qui se laissent convaincre partout. Est-ce qu'il y a un moyen de lutter efficacement contre ce type d'attaque suicide? Parce qu'on voit bien qu'il y en a beaucoup encore. Votre étude le montre, en 2013, il y en a eu énormément, plus de 3000 morts. Est-ce qu'on peut lutter contre cela? D'abord et avant tout, soyons exacts. Si vous pensez que l'on peut vaincre le terrorisme, se trompe. Mais le deuxième exemple, c'est Israël, qui a été envahi par les attentats suicides pendant la deuxième intifada à partir de 2001. Ça a été un véritable tsunami d'attentats suicides, a réussi à freiner ce phénomène d'attentats suicides. Donc, essayer de convaincre les individus, c'est un travail à faire, certes, mais il faut surtout poursuivre les groupes. Il faut porter atteinte à ceux qui endoctrinent, entraînent et préparent et commandent. C'est ça qui est plus important que les personnes individuelles. Donc la politique d'Israël a été la bonne, c'est-à-dire de viser la tête de l'organisation et d'éliminer finalement les leaders, comme l'a fait Israël avec certains leaders du Hamas? La stratégie a été une stratégie générale contre les attentats suicides. Ce qui les a freinés avec plusieurs moyens, c'est évidemment l'assassinat ciblé, mais aussi d'autres éléments qui ont été utilisés pour améliorer la performance des forces de sécurité, coopération étroite et transmission d'informations opérationnelles. Bref, tous ces processus, et pas seulement les processus ciblés, ont permis de freiner ce type d'action avec une disparition pratiquement ces dernières années. Dieu merci, on n'a plus d'attentats suicides, mais c'est un instrument que les organismes peuvent encore utiliser, même ici en Israël aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire que vous imaginez aujourd'hui que ce type d'attentat pourrait reprendre en Israël, là, même s'il n'y en a plus, vous le disiez, il n'y en a quasiment plus. Écoutez, je pense que pas à grande échelle comme ça a été le cas dans les années 2000, 2002, où il y a eu un summum d'attentats suicides en Israël. 59 attentats en un an, en Afghanistan jusqu'aujourd'hui, et en Irak 2 fois plus aussi. Donc en Israël c'est possible. Il est possible qu'un ou 2 ou 3 attentats suicides aient à nouveau lieu. Et si la violence augmente, ça peut arriver encore. Mais Israël a appris les techniques. Ça ne veut pas dire qu'elle peut tout arrêter comme attentat suicide, mais l'atmosphère de la société palestinienne aujourd'hui est contre cela, et c'est très important aussi. C'est l'atmosphère, l'état d'esprit d'une société qui est en faveur ou contre ce type d'activité. La possibilité, évidemment, ne peut en aucun cas ne pas être prise en compte. Et le risque que les groupes qui se réclament d'Al-Qaïda viennent sévir en Israël, ça c'est un risque que vous prenez en compte aujourd'hui ?
Oui, nous avons vu déjà cette expérience. Pour l'instant, c'est des phénomènes sporadiques de gens qui s'identifient à l'idéologie de Al-Qaïda. Nous avons arrêté ce type de petits groupes, mais à nos frontières, si des groupes de Syrie, par exemple, sont moins occupés à combattre Assad et s'attaquent à Israël, on risque d'avoir ce type d'attentats. On l'a vu déjà dans le Sinaï, des attentats qui ont été à la fois la combinaison d'une attaque par tir, mais aussi par des attentats suicides en 2011, en 2012, tentative d'utiliser les attentats suicides par les organisations djihadistes salafistes du Sinaï. Merci beaucoup Yoram Schweitzer, merci d'être venu parler de cette étude que vous avez menée sur les attaques suicides. Je rappelle que vous êtes directeur du projet Terrorisme à l'Institut d'études sur la sécurité nationale en Israël. Merci à vous, bonne soirée.